comme je vous l'avais dit hier, j'ai la chance, j'ai l'honneur, elle m'a fait le plaisir de répondre oui à mon invitation. Et pour ne pas vous le cacher, lorsque ce livre était sorti, c'est-à-dire en 2010, comme le temps passe, j'avais dévoré ce livre. D'ailleurs, je crois que c'est la première édition. Vous avez vu que sur le visuel, je vous ai mis une autre édition avec une autre photo. Donc ça, c'était la première édition et je n'en suis pas peu fier. J'avais obtenu même petit autographe. Voilà, bon, c'est tout. Hein. Donc, écoutez, voilà, il y a encore quelques éléments qui sont surlignés. Moi, j'avais trouvé cet ouvrage extraordinaire et bien le temps a passé et je trouve que parfois les fans ont un peu peut-être oublié cet ouvrage. Et je voulais remettre non seulement la personne qui a derrière cet ouvrage, parce que c'est une personne fascinante, intéressante, intellectuelle, sociologue, chanteuse, artiste, femme guerrière, il y a des tas de qualificatifs pour elle. Femme, tout simplement, femme, je devrais dire, parce que finalement, pourquoi mettre tant de qualificatifs à cela? C'est une femme fascinante, extraordinaire, qui a des tas de choses à nous dire, et qui en plus avait organisé, si vous vous souvenez bien, avec là aussi beaucoup de courage, un hommage, un événement, en 2010, elle nous le dira, je ne sais plus bien, le fameux King of Pop Meeting, où d'ailleurs notre ami Christophe Boulmé était intervenu dans son exposition. C'était la première exposition, je crois, qu'il faisait. On pourra lui redemander un jour. Et voilà, donc ce livre, oui, il faut le lire, on va vous expliquer ce qu'il y a dedans. Après, je vous oblige à rien, hein. Moi je vous vends des choses, c'est vrai, mais je ne gagne rien là-dessus. Et je ne suis pas persuadé d'ailleurs, malheureusement, que les auteurs gagnent énormément. Mais l'intérêt de l'ouvrage, c'est vraiment de le lire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, parce que l'objectif, vous le verrez avec Amélie ou Lily, on verra comment on peut l'appeler, c'est pas forcément que cet ouvrage plaise. Cet ouvrage a le mérite de faire réfléchir. Et c'est ça qui est important quand on est fan, c'est aussi à un moment donné d'avoir un peu de recul sur son idole. Alors, je vais la faire venir, parce que là, je parle. Il est déjà 18h04, vous êtes 25, c'est pour vous donner un peu l'occasion d'arriver, parce que je sais que vous êtes en retard. Oui, je le sais, je vous vois, je vous ai vu, vous êtes en retard. Ça se voit, messieurs, dames. Donc, je vais l'inviter tout de suite, d'ailleurs, ça va se faire, salut François. Hop. Ah, Franck, qui dit talentueuse et charmante en plus, oui, mais bon, ne rentrons pas dans... Voilà, hein, nous ne sommes pas ici pour draguer, n'est-ce pas? Bon, donc, ça se fait en privé, ça, messieurs, dames. Bien, alors, la talentueuse et charmante, Franck nous dit Amélie ou Lily. Alors, comment on t'appelle aujourd'hui? Dis-moi tout. Bah aujourd'hui, c'est vrai que je préfère qu'on m'appelle Lily, Lily Ose, Voilà. bien que mon vrai nom demeure Amélie Dalmazzo. Mais comme je fais de la musique et que je fais aussi des chroniques sur YouTube, c'est plus facile si les gens ont un seul nom en tête plutôt que deux. Voilà, bon, on va dire Lily, tout simplement. Tu nous permettras de t'appeler comme ça pour aujourd'hui. Et puis bon, si ma langue fourche, parce que Il n'y a aucun problème. j'ai eu l'occasion de t'appeler souvent plutôt Amélie, donc on verra comment on va faire. Alors merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté cette invitation. Je n'en espérais pas tant. C'est vrai que je me suis dit, dans cette période un peu compliquée, malheureusement pour les artistes, j'ai peut-être la chance que tu sois disponible. Et effectivement, ce fut le cas, mais j'espère évidemment pour tous les artistes, et Dieu sait que j'en connais dans le monde un peu plus de la magie ou de l'animation, mais voilà, toi tu fais partie aussi des artistes de la chanson, et je sais à quel point vous êtes touchés en ce moment, c'est assez compliqué, donc j'espère pour vous que ça va très vite redémarrer, mais bon, il va falloir laisser un peu de temps, et surtout que le gouvernement va vous aider dans cette affaire, mais ça c'est encore une autre histoire, n'est-ce pas? Mais bon. Oui, c'est une autre affaire. En tout cas, moi, je te remercie pour ton invitation. Ça me fait très plaisir de te revoir, d'abord, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas échangé. C'est vrai. On avait déjà ensemble, je me souviens d'une interview à un meeting en Belgique. Tout à fait, avec le MJ Backstage, oui, Voilà. tout à fait, j'avais eu cette occasion-là, voilà. C'était un très bon moment, et puis voilà, ça fait maintenant 10 ans quand même que le livre est sorti, puisqu'il est sorti en 2010. Il n'y a pas eu de seconde édition, il n'y a qu'une seule édition. L'autre cover que tu as vu était en fait un projet de couverture initial. Et effectivement, finalement, il est sorti avec cette deuxième couverture que tu as vue, que tu as montré là, voilà. Mais il a le désavantage de ne pas présenter le sous-titre, qui pour moi était très important. C'était Étude d'un mythe contemporain. Oui.
bon voilà, on le retrouve au dos, mais c'est vrai que bon, c'est dommage parce que ça donnait quand même je pense, une autre perspective au titre de l'ouvrage qui a été très mal reçu quand même au moment où il est sorti par les fans de Michael Jackson. Oui, alors j'ai été un des rares, effectivement, à cette époque-là, et puis encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que justement, je suis, moi, au contraire, admiratif de cet ouvrage. Je trouve que vraiment, ça vaut le coup de le lire, même quand on est un fan inconsidérable, et que Michael est beau, il n'y a aucune imperfection, etc. Mais je trouve justement, il faut avoir lu cet ouvrage, et d'ailleurs, à Il n'est aucun pas moment, du tout, il est pas du tout anti-Michael. Hein. non, À aucun c'est moment je plutôt le. un ouvrage qui respecte largement Michael Jackson et qui est fouillé, qui est recherché. Bon, bah, pas étonnant. Si on lit derrière, on lit que tu es docteur en sciences de l'information et de la communication. Et ton objectif, justement, ça a été de t'attaquer à comment Michael a construit son mythe et comment il a mis en avant la communication qui a fait de lui le fameux King of Pop, etc. etc. C'est un vrai travail artistique, d'ailleurs, en plus, de com, d'infos. Et donc, Artistique, je ne dirais pas que c'est artistique. Pour moi, c'est une vraie production intellectuelle, puisque, en fait, moi, j'ai donc fait une thèse de doctorat oui, alors sur. rappelle-nous. Alors d'abord, on va pas brûler toutes les étapes, mais d'abord, dis-nous un peu qui tu es, et ensuite, effectivement, je te laisse nous raconter comment a eu lieu pour toi ce déclic d'aller sur ce travail-là. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est pas que sur Michael Jackson que tu avais travaillé, mais je te laisse nous expliquer ça. Oui, enfin, sans vouloir griller toutes les cartouches, t'inquiète pas. Je veux préciser simplement que c'est un travail intellectuel, c'est une étude qui a été faite sur le phénomène, en fait, Michael Jackson, sur la construction du mythe, mais aussi sur la déconstruction du mythe, à la fois par Michael lui-même, mais aussi par les médias et par les internautes. Donc, c'est vraiment une étude, je dirais, entre la sociologique, psychologique et sémiologique, puisque je suis sémiologue. Hein. La sémiologie, c'est l'étude du sens, de la construction du sens dans une vidéo, par exemple. Comment est-ce qu'on va construire précisément le charisme ou au contraire, comme l'ont fait les médias, la monstruosité de ce personnage. Et derrière ça, il y a toute une réflexion sur les résonances à la fois sociales, psychologiques, qui vont faire qu'on va être fasciné ou au contraire qu'on va avoir une répulsion, enfin pour certains, hein, voilà, autour de ce personnage. Pourquoi est-ce qu'il déchaîne les passions en fait? C'est ça la vraie question. Et en quoi est-ce qu'il est le miroir de notre individualité, mais aussi de nos sociétés modernes? Oui, parce Voilà. que enfin, il y a une notion qui est forte, et je crois que tu l'as déjà redonnée, mais il y a la notion de charisme qui traverse beaucoup ton ouvrage et qui s'interroge sur comment Michael finalement gère ça et comment les médias associent. Ben, il est charismatique, donc forcément il est monstrueux parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas comme nous. Et comment Michael gère avec ça, parfois bien, parfois moins bien peut-être. Et puis qu'est-ce que ça renvoie chez nous, c'est-à-dire pourquoi on est fasciné, nous, parce que après tout, c'est un être humain, voilà, comme les autres, on pourrait dire, même si nous, on considère qu'il est au-dessus des autres, mais parce que justement, on considère qu'il est au-dessus des autres, ça renvoie à quelque chose. On a besoin de magie, on a besoin de ça, on a besoin de rêver. Et donc, forcément, Michael joue là-dessus, comme lui-même, d'ailleurs, a été fasciné par Peter Pan et autres. Voilà, finalement, c'est ça. Mais c'est oui, c'est ce qui traverse assez bien souvent. Alors, comment t'en es arrivé d'abord à cette thèse-là? Parce que toi, tu as fait donc, quelles études Donc tu as j'ai fait? fait une thèse ma thèse s'appelle charisme au pluriel, identité au pluriel, fanatisme au pluriel. Et en fait, bah, quand j'étais petite, j'étais vraiment fan de Michael Jackson. Hein. J'ai été fascinée par lui. Je l'ai découvert, moi, dans le film Moonwalker. Et j'ai été ébahie, tu vois, j'avais 10 ans. Et je suis rentrée chez moi, j'ai mis des posters partout, j'ai acheté tous ses disques, etc. Je Et puis crois qu'il y en a après, beaucoup qui ont fait ça. il y a eu l'adolescence qui est arrivée. Et donc, bah, il s'est mis, lui, à faire plus, je dirais, sur l'album Dangerous. On était plus sur quelque chose qui avait des sonorités de hip-hop, entre guillemets. Mhm. Et moi, j'étais plus rock, tu vois. Et donc, j'ai moins Ouais. adhéré. Donc, je l'ai laissé de côté, mais j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour ce personnage, en fait. Et plus tard, il y a un autre événement qui est important qui m'a conduit à faire cette thèse, c'est que j'ai été fascinée par le phénomène lui-même de fascination. Tu vois, là, je me souviens que petite, bon, mes parents ne sont pas religieux, mais
j'avais rejoint une copine chez les scouts, tu vois, et que moi je voyais ça comme un club, tu vois, de copinage, quoi. Oui, bien Et sûr, bah, ça l'est pour beaucoup, hein. voilà, et il se trouve que à cette occasion-là, j'ai été pour la première fois de ma vie à la messe. Et il y avait un petit garçon à côté de moi. Alors moi, je comprenais pas du tout où j'étais, tu vois. Et il y avait un petit garçon à côté de moi qui était comme ça. Et en fait, j'étais fascinée par lui, tu vois. Et ça m'a marqué d'une manière très forte. Et puis ensuite, il y a eu évidemment toutes les violences que Michael Jackson a subies à travers les accusations qu'il a eues, à travers le traitement médiatique qui était extrêmement violent. Et ça me touchait, ça me faisait beaucoup de peine. Moi, j'ai toujours été convaincue de son innocence, je le suis encore. Hein. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut... C'est quoi ce phénomène qui fait qu'à un moment donné, on va encenser des gens et après on va vouloir les détruire? Et voilà, mes études m'ont conduite à devenir une analyste des médias, une analyste des mythes, des récits collectifs. Michael Jackson est un récit collectif. Et donc, il me paraissait évident que pour étudier les raisons de la fascination, les raisons du charisme, les raisons aussi de ce qu'on pourrait appeler la monstruosité, qui est en fait le pendant inversé du charisme, mais qui est tout à fait similaire, il me paraissait super intéressant de travailler sur Michael Jackson. Alors, je n'ai pas fait ma thèse que sur Michael Jackson, mais néanmoins... Oui, alors justement, j'allais te demander, cette thèse, elle couvre pas que Michael, qu'est-ce qu'elle couvre encore d'autres? Est-ce qu'elle couvre d'autres artistes? Comment tu avais travaillé, toi? Alors, j'ai étudié, si tu veux, en amont, ça a duré 6 ans, j'ai étudié pendant 6 ans quand même. Euh, j'ai étudié donc beaucoup d'autres artistes, comme Nirvana, comme Elvis Presley, il y en a tellement, je ne peux même pas les citer. Mylène Farmer, voilà, des stars internationales, des stars locales, des stars générationnelles. Ouais, Et ouais. puis Michael Jackson, évidemment. Et il m'a semblé, en fait, que Michael Jackson était le sujet idéal pour traiter de manière transversale le charisme et tous ses effets. Alors, j'ai fini par ne parler que de lui dans ma thèse. C'est-à-dire que je ne parle d'aucun autre artiste dans cette thèse-là de doctorat, mais disons que j'en ai fait l'exemple de mes analyses, si tu De tes préfères. analyses. Et alors, Donc, est-ce que lorsque le sujet a été... alors ça, cette thèse, tu l'as fait quand exactement? Quelle est la alors date là? je l'ai commencé en 2003 et je l'ai terminé en 2009, 15 jours avant sa mort. Oh la vache. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais, le Donc, truc, moi, j'avais le la projet, si tu coïncidence. veux. Oui, j'avais le projet quand j'ai fini ma thèse, moi, je voulais la faire traduire, je cherchais des fonds pour la faire traduire parce que je voulais lui envoyer. Et que c'est vrai que dans ma thèse, j'étudie beaucoup aussi la manière dont les médias ont fait beaucoup de désinformation autour de lui, et en particulier pendant le procès, pendant toute Ouais. l'affaire de pédophilie, en fait, où je montre comment il y a une résonance, ça c'est dans le livre aussi, hein, c'est pour ça que les gens qui m'ont attaqué sur le simple fait du titre ont fait, pour moi, erreur, parce que il y a quand même clairement une analyse qui montre que on est dans une psychose pédophile, qu'on voit des pédophiles partout, et que lui, il est attaqué particulièrement, alors que aucun élément ne nous permettait, et d'ailleurs la justice l'a montré, de le présumer coupable. Voilà. Donc je voulais, moi, si tu veux, lui donner, hein, un petit peu comme dans ma naïveté, peut-être dans mon affection, je voulais lui donner des supports intellectuels pour qu'il puisse peut-être se défendre, avoir des arguments pour montrer qu'il avait été victime de quelque chose, d'un lynchage médiatique, en fait, tout simplement. Voilà, donc j'ai été un peu prise, m'a coupé l'arbre sous le pied. Mais bon, bah voilà, c'est la vie. Et puis ça m'a donné derrière l'opportunité de faire ce livre qui est sorti 6 mois après. Alors autant dire que moi, j'avais pas du tout envie à l'époque de faire un livre. Hein. Je sortais de Oui, c'est 6 ça. ans. Comment on passe? Alors, c'est la question que j'avais posée aussi à Isabelle Petitjean, que tu connais aussi Bien d'ailleurs, sûr. puisque vous êtes les rares à avoir fait un travail universitaire sur le sujet de Michael Jackson. Alors, bien sûr, pas dans le même registre, Oui, hein, oui, oui, très mais intéressant ce qu'a fait Isabelle. voilà, mais bon, on est bien aussi sur un travail véritablement de recherche dans le,
je dirais le sérail, je ne sais pas si le mot est adapté, mais dans le sérail universitaire, c'est déjà surprenant parce que souvent, ceux qui tentent de faire un travail dans ce domaine-là, universitaire sur Michael Jackson, souvent c'est un peu ridiculisé ou bien c'est oh, ouais, bon, faut travailler là-dessus. Bon, Isabelle nous disait qu'elle avait quand même mis un bon moment avant de trouver un maître de thèse qui l'accompagne parce que celui-là avait justement travaillé sur les Beatles, donc du coup était un petit peu plus moderne que travailler sur Beethoven, Mozart, etc., etc., Bach. Bon, mais comment tu fais là aussi, comme a fait Isabelle finalement, de transposer cette thèse dans un ouvrage? Est-ce que c'est facile parce que finalement, il y a quand même des codes, un vocabulaire précis aussi. Et quand on lit cet ouvrage, il est quand même, je trouve, accessible. Alors peut-être que c'est parce que moi aussi, je suis un peu un télo en étant C'est prof, vrai mais que c'est un télo, mais il est quand même rendu très accessible, je crois. Il est très dense, néanmoins. C'est vrai que bah, c'est pas un livre que tu lis à la plage, quoi, tu vois. Donc, c'est un livre qui nécessite de s'arrêter, de de réfléchir. poser. D'ailleurs, il Oui, fait réfléchir les gens beaucoup sur eux-mêmes, en fait. Sur oui. eux-mêmes, sur le rapport qu'ils ont à leur image, à leurs idoles, à des tas de choses. Voilà, parce que Michael Jackson, finalement, c'est un miroir. C'est un miroir de qui nous sommes, de notre facette lumineuse, mais aussi de notre obscurité en tant qu'individu et en tant que société. Alors, comment ça s'est passé pour moi à l'université? Eh bien, j'avais un professeur qui était extraordinaire, hein. Il m'a donné le goût de. J'avais pas pour projet, moi, de faire une thèse, hein, tu vois. Mais il m'a tellement passionné par cette discipline qui était la sémiologie des médias. Et j'avais déjà fait 2 recherches avec lui en master 1 et en master 2, autour déjà de la starification, puisque Alors, j'avais travaillé. je te coupe, je répète le titre parce qu'en même temps, je lis les internautes qui nous demandent. Alors, est-ce qu'on peut répéter le titre? Alors, oui, le titre, c'est Michael Jackson n'a jamais existé. Voilà, pour la cover. Et je me suis trompé sur le visuel puisqu'on on l'a dit, c'était un projet seulement. Mais il traînait sur Internet. J'ai cru qu'il y avait une deuxième édition. Hélas, non. Non. Mais Et aujourd'hui, il n'est plus en vente, hein. Je précise qu'il n'est plus en vente. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la société d'édition qui a édité le livre a fait faillite. Et donc, ben, les derniers stocks qui restaient ont été pilonnés, hein. Je n'ai même pas pu en récupérer. J'en ai récupéré peut-être une vingtaine à l'époque. Il doit m'en rester 5 aujourd'hui. Donc, c'est un peu compliqué. Je pensais, peut-être en occasion, si vous oui, en cherchez en occasion, occasion. oui, mais n'allez pas le payer 40 balles, Ah franchement. oui, non, non, Parce tant que qu'à le faire. problème, c'est que les livres, quand ils sont plus édités, après, ils coûtent cher. Si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter. J'ai un site internet, lilios.com, où d'ailleurs je le vends, mais j'ai eu une dame qui l'a acheté récemment et je vais être obligée de lui dire que je ne peux pas honorer sa commande. D'abord parce que je ne suis pas chez moi et donc je n'ai pas accès à mon petit stock. Eh ben voilà, eh ben voilà. Mais je pensais faire éventuellement une édition numérique. Voilà, D'accord. à compte d'auteur. Bon, voilà. Mais si vous le trouvez en occasion à un prix abordable, allez-y, hein. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est Alors, que l'information, elle circule, tu vois. C'est j'ai pas, comme tu dis, on ne gagne pas notre vie avec ça, hein. c'est ça, j'allais te reposer cette question, mais j'imagine que bon, t'as pas gagné des 1000 et des 100 malheureusement. On sait que en tant qu'auteur, il faut vraiment vendre beaucoup, beaucoup pour faire du Bah, moi, chiffre. j'ai vendu, allez, si j'ai vendu 2500 livres au total, il y a eu un tirage de 4000, tu vois. Ouais. Je touchais 60 centimes par livre. J'ai travaillé pendant 6 ans sur ce sujet sans gagner d'argent. De toute façon, je ne fais pas les choses par argent, hein. Dans ma vie, je ne suis pas quelqu'un qui est Oh, oui, intéressé par l'argent. je te crois. Et Te si connaissant je un peu. l'étais, je ferais autre chose, je pense, de ma vie. Oh, Voilà. je pense que tu aurais certainement pu réussir. D'ailleurs, à un moment donné, ça s'orientait un peu à l'analyse politique, la com politique, etc. Si tu avais voulu, tu aurais pu faire beaucoup plus d'argent dans ce domaine-là. Et tu n'as pas choisi finalement d'aller dans ce domaine-là. Non, Donc, on m'a plusieurs fois proposé de faire effectivement du conseil pour des hommes politiques, mais je ne cautionne pas du tout le système dans lequel nous vivons, ni les hommes politiques que nous avons, et donc il est hors de question que je vende mon âme. Voilà, au tout diable. simplement. Alors Alors, je vois passer, on oui, redemande pourquoi ce titre. Alors, pourquoi, effectivement, le Michael Jackson médiatique n'existe pas, parce que, évidemment, tu n'as jamais voulu dire que Michael n'a pas existé. Bien sûr que Michael a existé, mais Michael Jackson, c'est-à-dire le King of Pop, euh,
cette personnalité que nous avons tous vue dans les clips vidéo, cette construction-là, parce qu'on peut dire que c'est Michael qui a construit ça, mais d'autres aussi qui l'ont aidé, certainement qu'il avait aussi des Mais pas que conseils. lui, Voilà. les Et puis les médias, médias, les fans. les En fans, fait, bien sûr. c'est un récit collectif, c'est un mythe. Mais aujourd'hui, si tu veux, si tu écris un livre où tu dis Michael Jackson, la légende, ça a déjà été fait, puis en fait, c'est des biographies. Et Oui, donc, comment expliquer aux gens que c'est un mythe au sens réel du terme, c'est-à-dire que c'est un récit et que ce récit, donc c'est une histoire médiatique qu'on nous a racontée. Il y a deux raisons en vérité pour ce titre. La première, c'est de dire que effectivement le personnage qu'on connaît, c'est un personnage, ce n'est pas l'homme réel. Et donc, cette créature, quelque part, imaginaire, a été écrite de concert avec l'ensemble de la société, donc les médias, les fans, l'industrie culturelle qui l'a soutenu, et au point où, justement, il est devenu le parfait miroir, la parfaite projection de notre propre de nos propres fantasmes et de nos peurs aussi. Et puis la deuxième raison de ce titre, et ça, bon, bah, sans vouloir spoiler, on le retrouve, disons, dans la fin du livre, où on comprend que face à ce phénomène, l'individu, le vrai Michael Jackson, lui, n'a pas pu exister parce qu'il était complètement écrasé par ce oui, personnage tout à fait. et que finalement, il était tellement connu, ce personnage, que la personne était extrêmement méconnue. Voilà, c'était les deux raisons de ce titre. Et j'aurais pu, c'est vrai que le titre, parce qu'il est négative, peut suggérer qu'il y a un truc qui va à l'encontre de Michael Jackson, mais on a beaucoup réfléchi. Moi, je voulais, au début, ça aurait pu être Michael Jackson, c'est nous, tu vois, ou le miroir de qui nous sommes. Bon, après, l'éditeur a eu ce titre. Il m'a dit, est-ce que c'est correct de dire ça? Parce qu'il y avait un article aussi qui était paru sur un de mes... J'avais un blog, j'avais déjà fait des interventions et un article avait été paru et le titre était Michael Jackson n'est pas réel. Ouais, Et donc d'accord. il avait vu ça, il avait trouvé que c'était intéressant comme axe. Bon, j'ai accepté, c'était peut-être une erreur, tu vois, rétroactivement, parce Je sais que... pas, moi, c'est vrai que c'est étonnant parce que moi, finalement, ça m'a pas choqué. Mais bon, pour revenir à ce que tu disais, je ressors mon livre avec mes petites phrases soulignées en jaune, tel bon étudiant je suis, n'est-ce pas? Et effectivement, je retombe sur une phrase qui symbolise très très bien ce qu'on vient de dire. Finalement, à avoir trop voulu cultiver sa dimension surhumaine, le chanteur est devenu une figure non humaine. Pris au piège de l'illusion qu'il a fabriquée, Michael Jackson, tel Narcisse, n'a pas su s'aimer tel qu'il était, il a négligé sa propre réalité. Et c'est vrai que finalement, le Michael de l'intimité était piégé par la star, la méga star, l'image de la méga star. Alors, on pourrait faire un petit parallèle avec Prince. Je lisais il y a peu de temps une interview de Prince où il disait un jour, il sort, mais il est habillé normalement. Il y a une fille qui s'arrête, il dit oh, mon Dieu, c'est Prince. Et puis il y a sa copine à côté qui dit bah non, t'as vu comment il est fringué, ça peut pas être Prince. Et ils s'en vont comme ça. Et Prince se dit à partir de ce jour-là, je me suis toujours fringué en sortant parce que dès que je sors, je devais être Prince. Ben Et, oui, et je pense que Michael, c'est pareil, c'est-à-dire que le chapeau, les lunettes ou le gant à une certaine époque, ça fait partie du personnage, le masque aussi. S'il sortait sans ça, bah, c'était chaud. c'était un inconnu, quoi, voilà. Et il Ouais, fallait, puis c'est ce voilà. qu'on appelle dans la communication la rupture d'image, tu vois. Et ce qui était en plus très compliqué avec Michael Jackson, c'est que c'est un personnage qui était très polymorphe. Il avait plusieurs visages, il changeait d'apparence tout le temps. Et donc, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un autre Yann, qui était alors comment, c'était comment on pourrait dire ça, le fondateur, je crois, MJ France. de MJ France, Alors, voilà, tout Yann à fait. Kermarek, je l'ai eu justement, le cofondateur du site MJ France, et je l'ai eu en interview il n'y a pas si longtemps. Oui, oui, tout à fait. Ben voilà, Yann m'avait dit un jour sortir d'une émission, parce qu'il l'a rencontré plusieurs fois. Bon, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Mais il m'avait dit cette phrase qui m'avait marqué. Il avait dit il n'a jamais été tel que je l'imaginais. Il était toujours, à chaque fois, je me disais est-ce que c'est Il lui? change. Tu vois, il Il y avait change. une espèce comme ça de difficulté à fixer l'image de Michael Jackson qui était très mouvante.
Voilà, et donc c'est vrai que pour lui, en plus, il avait une dimension presque surréelle, tu vois, outre son apparence, parce que c'est vrai que son apparence n'était pas commune quand même. Euh, mais comment réussir à rester fidèle à une image alors que tu es un corps humain, que tu vieillis, que tu peux être fatigué, que tu peux avoir des boutons, enfin tu vois, des tas de trucs comme Mais ça. c'est tout le problème des artistes qui ont construit sur cette image Alors c'est le problème des femmes, notamment parce qu'on attend d'elles qu'elles soient toujours belles, jeunes, etc. Mais c'est aussi devenu de plus en plus un problème pour les artistes masculins, même si on leur pardonne sans doute de vieillir, parce que l'homme a cette chance que la société ne lui demande pas finalement de ne pas avoir de rides, etc. Bon, ça changera, c'est peut-être en train de changer. Mais pour les artistes, c'est plus difficile. En général, pour les artistes, on leur dit il ne faut pas vieillir. Et Michael, je crois, était assez obsédé par ça. Malheureusement, on a vu que ça a créé quelques dégâts justement dans les années 2000. Hein. Bon, moi j'avais un peu du mal à suivre effectivement ces transformations un peu lifting, etc. Mais il n'était pas le seul. C'est Hollywood, Los Angeles, San Francisco, tout la côte. Finalement, ces gens jouaient sur leur physique, le nez, etc. Il n'était pas du tout le seul à faire ça. Mais c'est vrai que par contre, lui, on l'a vraiment pointé du doigt sur ce sujet-là. Mais les transformations étaient régulières, ne serait-ce que par le costume, par le Bien maquillage. sûr, Bon, bien sûr. voilà, c'est aussi le jeu artistique, quoi. Et puis Quand on après, moi, est... j'ai développé une hypothèse sur ce sujet dans le livre et dans ma thèse aussi. C'est cette idée que, pour moi, il tentait de rattraper cette créature qu'il avait créée, qui lui échappait, tu vois, parce que Ouais. finalement, les autres racontaient son histoire. Lui, à un moment, il n'avait plus le contrôle de rien. Les gens disaient, ah, il est comme ci, il est comme ça. Il disait tellement de rumeurs, c'était tellement n'importe quoi, qu'au bout d'un moment, c'est comme Frankenstein, tu vois, le mythe de Ouais. Frankenstein avec cette créature qui a été engendrée, puis le créateur qui court après en disant attends, mais reviens, tu vois. Et donc, pour moi, à travailler sur son physique comme il l'a fait, certes de manière peut-être extrême parfois, était pour moi une tentative. C'est encore une fois une hypothèse. Je ne sais pas, je ne l'ai pas rencontré, on n'a jamais parlé de ça avec lui, hein, je précise. Mais moi, dans mon hypothèse, c'est cette idée que il tentait de devenir l'image, il tentait de refusionner avec la créature pour se réapproprier qui il était lui-même. Parce que quand ton histoire, elle appartient à tout le monde, que tout le monde va dire quelle est ta vie, tu vois, que c'est ça la vérité, que ça c'est que tu as fait ça alors que tu l'as pas fait. Enfin voilà, c'est très violent quand même. Surtout que lui, il était très jeune quand la starification a commencé et que il n'a été reconnu que pour le personnage. Donc lui, en tant qu'individu qui avait ses souffrances, qui avait ses peurs, qui avait ses complexes, finalement, il n'a pas été entendu, il n'a pas été reconnu, personne. Et puis on voit bien sa vie sentimentale, sa vie amicale, c'était très désertique tout ça, tu vois. Donc je pense que cette manière de transformer son apparence pour toujours plus ressembler à l'image était une tentative pour lui désespérer sans doute de reprendre la propriété de sa propre identité. Voilà. Oui, puis c'est difficile quand on a cette image, c'est ce que tu mets dans le livre, c'est-à-dire que finalement, il est magicien, il allume les dalles dans Billie Jean, dans le concert, il vole. Bon, dans un autre clip, il y a un faux ange qui l'entoure de ses ailes. Il y a un côté, donc comme ça, il a des pouvoirs. Song, bah, il guérit la terre, entre guillemets, par sa chanson. Donc il y a un côté thaumaturge, magicien qui est là. Puis parfois même des positions quasi christiques dans certains cas. Il était très religieux donc aussi. Et finalement, bah, à côté de ça, dans la vie de tous les jours, on le voit d'ailleurs dans les années 2000 avec ses enfants, c'est un homme comme tout le monde qui lie un papa qui lie à ses enfants. Et cette séparation entre les deux, je crois que c'était très difficile à relier. Et effectivement, comment lui, il a géré ça? Bon, on a que des théories, comme tu dis, des hypothèses, mais je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir parce que pour trouver vraiment qui est Michael Jackson derrière l'image, c'est difficile. On a les chansons, on a les paroles, on a l'analyse aussi du message. Et je pense que tu as justement très très bien fait ce côté, quel est son message, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre.
Mais est-ce que c'est lui derrière ou est-ce que c'est juste un message qu'il nous envoie? Quelles sont ses parts d'ombre? Michael Dieu ou Michael Diable? Bon, je crois qu'à un moment donné, tu parles de diable tentateur d'ailleurs dans l'ouvrage. Bon. Donc, c'est vrai que Oui, c'est parce que assez délicat. moi, quand j'ai étudié Michael, alors évidemment, je l'ai étudié à travers l'image, hein, entendons-le bien, j'ai pas étudié la personne, j'ai pas étudié sa vie, je ne suis pas une biographe, moi j'ai étudié le personnage et la manière dont les récits ont construit ce personnage. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur ces clips. Et à chaque fois que j'avais une illumination, tu vois, c'est-à-dire que j'analysais, waouh, il est fascinant, tu vois, bon, j'étais fascinée, hein, mais je découvrais par exemple que il était l'ange, mais en même temps et dans le même clip, 3 secondes plus tard, il était sous les traits du démon, tu vois. Et donc ça me décontenançait complètement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une découverte, je me rendais compte qu'il y avait le contraire aussi. Donc il est proche, mais il est lointain. Il est réel et imaginaire. Il est de maintenant et d'ailleurs. Il est homme et femme. Il est noir et blanc. Il est enfant et adulte. Il est euh, identique. Quelque part, il est unique et en même temps, il est multiple. Tu vois, et donc il y avait toute cette palette de contraires qui en fait m'a permis de comprendre que c'était une des bases fondamentales du charisme. C'est-à-dire que le charisme, précisément, quand on voit des mecs comme Elvis Presley, comme John Lennon, comme Gainsbourg, enfin voilà, des grandes figures comme ça, ce sont des personnages qui cultivent l'ambivalence. Et précisément, le fait d'être ambigu, tu vois, donc être à la fois semblable et différent, unique et multiple, proche et lointain, réel, imaginaire, etc., etc., parce qu'on peut les décliner à l'infini. D'ailleurs, mon livre est construit, en tout cas ma thèse, il était beaucoup construit autour de ces paires d'opposition. Donc, comment je me donne à aimer, puis en même temps, comment je me retiens, tu vois, comment je te donne, tu vois, par exemple, la mécanique du désir. C'est pour ça que je parlais du diable tentateur, parce que le diable tentateur, c'est la montée du désir. C'était un pro pour faire monter le désir, tu vois, ces entrées en scène où il se cache derrière un voile, et puis où il va faire juste un geste, et puis tout le monde est fou, tu vois, parce que... Et ça marche encore aujourd'hui. Oui. Quand tu regardes, ça marche encore, quoi. Mais oui. Bon. Et donc, il savait à la fois donner la jouissance et puis en même temps ne pas la donner, tu vois. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui, en fait, en réalité, nous déstabilise intellectuellement. C'est pour ça qu'il est fascinant, parce que ce qui est noir et blanc, petit et grand, qu'est-ce que c'est? Si tu es homme et femme, alors qu'est-ce que tu es? On peut plus le nommer. Tu vois, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui associe les contraires. Et ton cerveau ne peut plus le penser. Et donc, comme il ne peut plus penser, il y a une espèce de court-circuit intellectuel, tu vois, et tu es fasciné. Tu vois, et d'ailleurs, dans le clip de Brace Yourself, dans cette petite vidéo promotionnelle, bon, moi, je les regardais même des fois image par image, hein, parce que je faisais des captures d'écran pour analyser les images, pour les illustrer dans ma thèse. Alors, le livre, je n'ai pas pu le faire. Question de moyens, de budget, d'autorisation. Oui, il n'y a pas d'image, effectivement. Mais les fans ont les images en tête. Hein. Moi, le fameux clip Brace Yourself qui était à l'intro du Dangerous Tour, je l'ai encore un petit peu en tête. Tu sais, il y a un moment, alors c'est un extrait d'un clip où il est derrière, il y a des voiles, tu sais, qui flottent derrière. Là, je crois que c'est un clip qu'il y a dans l'album Bad, je me souviens plus lequel. Ça doit être Dirty Diana, peut-être. Voilà, Dirty Diana ou un autre. Mais en tout cas, il y a du vent, il y a de la fumée, et puis il y a des voiles qui sont en train de flotter derrière lui. Et alors, on a l'impression d'un ange, tu vois, il vient dans ce Brace Yourself, il arrive du ciel, hein, très concrètement. Au début, c'est une silhouette qui apparaît dans les nuages, dans le clair-obscur. Et puis, plus tu avances dans la construction de ce truc, moins tu sais si on est dans le religieux ou dans l'occulte, tu vois, parce qu'il y a les messes, les gens, ils ont des bougies, tu as l'impression que c'est une messe. Et on voit bien les bougies, comme dans le Man in the Mirror aussi, Moonwalker, tous les gens c'était l'époque aussi où on avait les briquets, mais c'est mis en avant, très très mis en avant. Oui, et donc il y a un moment, une image où on le voit, comme il est en train de bouger comme ça, il a les cheveux qui se mettent à voler en l'air comme ça, et on dirait la méduse. Tu vois, dans les mythes grecs, la méduse, c'était cette femme avec la tête de serpent. Ouais, je vois. Qui était à la fois d'ailleurs porteuse de vie et porteuse de mort. Tu vois, et donc,
quand tu arrives, tu dis, tiens, c'est un ange qui est en train de débarquer, il est en train de nous raconter ça. Et puis que la seconde d'après, tu le vois, il a l'air d'un zombie et d'une créature monstrueuse avec ses cheveux en l'air. Et puis, tu sais, les lumières qui tombent sur son visage, qui en fait un personnage inquiétant. Tu dis, waouh, en fait, il y a les deux, quoi. C'est l'ange et le démon. Et puis, bah, on voit bien son œuvre, d'une manière générale, nous le montre. Hein, entre You Are Not Alone, où effectivement c'est l'archange, et puis bah, Ghost, où c'est au contraire, ou Thriller, où c'est le zombie, tu vois. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas chez Michael Jackson une construction d'image qui se fait par des archétypes, alors on ne va pas rentrer dans Jung, hein, je te rassure, mais par parce que je pense que là, on ne nous suivra plus, mais y a quand même ces images. L'image du zombie, l'image du loup-garou, l'image du fantôme, ghost, et en même temps du squelette. Il y a quand même des images qui sont des archétypes connus de chacun, qui sont fascinants. Et Michael les utilise parce que c'est quelqu'un de très cultivé par les comédies musicales, par les films, et il rebalance ça et il se l'approprie finalement. Ça sous-entend quelque chose aussi dans la construction de son image, je pense. Je pense qu'il était lui-même fasciné d'abord. C'était quelqu'un qui avait envie de créer cet art de la magie. Hein. C'est ça qui l'a tué d'ailleurs. Hein. Il était tellement à fond, il voulait tellement faire rêver les gens que il était tellement sur ce travail de l'illusion, qui était son travail, de créer cette illusion, une belle illusion, voilà. Et que finalement, il partageait ses propres goûts. Tu vois, ça a inspiré son œuvre. En fait, ses goûts inspiraient son œuvre, bah, comme le mime Marceau qui l'a inspiré, ou James Brown, voilà, ce genre de choses. Et donc, il adorait les films de zombies, etc., qui étaient un genre nouveau quand même à l'époque. Hein. Et donc, je pense qu'il a eu envie de s'offrir ça. Tu vois, je ne sais pas s'il le conscientisait comme une stratégie, mais en tout cas, il avait une grande intuition. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui a marché, je dirais, dans ça, et qui en même temps, je tiens à souligner quelque chose qui, moi, m'avait frappé, c'est qu'à la fin de sa vie, il était considéré par les médias comme le zombie de Thriller. C'est-à-dire que les gens avaient confondu le personnage, la construction théorique, fantasmatique, tu vois, le personnage qui se donnait à interpréter du zombie, pour en faire un zombie dans la réalité, chose qu'il n'était pas. Mais l'image médiatique qu'on donnait laissait croire qu'il était vraiment le personnage qu'il disait être dans ses clips, tu vois, aussi bien dans le bon que dans le mauvais. À fonctionner à ce point. Oui, c'est parce qu'il faut que je me branche. Alors, je vais devoir me déplacer. T'as plus de batterie. Donc, attends. Laisse-moi une demi-seconde si tu veux bien. Fais comme chez toi, n'hésite pas. Voilà, c'est les aléas de la vie. Hein, bah, on est en live, on est en intimité. Hein. J'ai choisi le titre exprès, Hymne de Closet. Donc, on est totalement en intimité avec toi. C'est super. Alors, j'espère que je vais pouvoir... Attends, bouge pas, parce qu'il faut que je me branche à une prise maintenant. Parce que bon, ça serait malvenu que je le fasse, parce que j'en ai une près de mon lit, mais ça serait malvenu que tu m'interviewes dans mon lit quand même, je pense. je me débrouille. Ah, écoute, Attends un instant. On a dit en privé. Là, c'est la visite guidée de sous mon bureau, tu vois. Ah, magnifique. Je n'en demandais pas tant. Finir sous le bureau d'Amélie, c'est... Alors, attends, ça va jaser. Oh mon Dieu. Je vais faire des trucs un petit peu fous. Je m'excuse. Hein. Pendant ce temps, vous pouvez faire une... oui, non, mais on va, mais il n'y a pas de souci. Donc, mais moi, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais au Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que les médias se sont concentrés à un moment donné sur l'image du monstre que Michael avait joué dans certains clips, et puis sont restés sur cette image-là et on jouait de ça en disant c'est un monstre, freaks, hein. Bon, c'est ce qui d'ailleurs il reprend dans Ghost, et plus jamais ils ont vu le réel Jackson, c'est-à-dire que les médias finalement se sont amusés à construire un monstre médiatique et ils n'ont jamais plus cherché à savoir qui était le réel Michael Jackson derrière l'artiste, quoi. C'est ça qui est terrible. Mais les gens, pourquoi d'ailleurs, et ça c'est intéressant aussi dans ton ouvrage, pourquoi certains adhèrent facilement
à cette thèse de bah oui, Michael était un monstre, était un pédophile? Qu'est-ce que ça révèle aussi chez nous, entre ceux qui sont plutôt comme nous, ah bon, bah on est fan, donc on essaye de découvrir qui est vraiment Michael Jackson au-delà de l'image, et puis peut-être que certains s'arrêtent juste à l'image de magicien, etc., parce que ça les fait fantasmer, rêver, et ça révèle aussi quelque chose de notre, de notre psychologie. Hein. Il y a ceux qui, comme moi, ont envie de savoir plus derrière, qui est vraiment l'homme derrière l'artiste. Et puis, il y a Ouais. ceux qui ont gobé tout ce que les médias ont pu dire. Qu'est-ce que ça révèle de nous, êtres humains, toutes ces images de Jackson multiples et variées? Alors, c'est une question avec plusieurs réponses. Oui, bah, j'ai posé plusieurs questions, forcément. Voilà. Alors, d'abord, pourquoi la pédophilie? Ça, c'est intéressant quand même à dire. Moi, dans ma théorie, il a incarné nos désirs d'immortalité, de toute puissance, de désirabilité, de justement cette magie qu'il incarnait, tu vois. Il était surréel et donc quelque part c'était un héros, tu vois, donc il faisait rêver les gens. Et donc il y a deux réactions face à ça. Il y a la réaction de celui qui est séduit et qui se dit ah bah il est extraordinaire, c'est un dieu, tu vois. Il y a la réaction de celui qui se dit il peut pas être un dieu, c'est pas possible, donc c'est louche. Et puis la réaction de celui qui dit si lui est un dieu, alors moi je suis qui? Tu vois, qui va se comparer. Voilà. Ouais, donc on va dire que tu as plusieurs, tu as les jaloux, tu as les suspicieux, et puis tu as ceux qui sont dans la fascination. Voilà. Et puis, bah, y a ceux qui sont équilibrés, je dirais, qui sont finalement la majorité et qui vont avoir un avis comme on a envers n'importe qui. C'est-à-dire, bah, il a des qualités, il a des défauts, ce n'est ni un monstre, ni un dieu. Tu comprends? Voilà. Donc, il y a ça. Et puis également, il faut entendre la puissance de résonance de ce qu'il nous a raconté. Comme il a touché à des choses qui étaient profondément inconscientes chez nous, notamment notre désir d'immortalité, de toute puissance, etc. Notre désir d'être désirable. Tu vois, la mise en scène de la foule quand il arrive quelque part, cette hystérie qu'il provoquait, aux yeux de certains, c'est extraordinaire d'être autant désiré. Oui, Donc, on aimerait être désiré comme ça, évidemment. Pour certains, on aimerait être sous les sunlights aussi, être à sa place, bien sûr. Ceux qui donc d'ailleurs se déguisent, font justement ce qu'on appelle du cosplay ou même font des prestations sur scène, quelque part, il doit y avoir une envie, pendant cet instant-là, de lui ressembler et d'être lui, quelque part. oui, alors ça c'est... Bon, je reviendrai sur ce sujet parce que ça c'est la partie que je n'ai pas publiée de ma thèse, qui est en fait consacrée aux fans. Qui sont les fans, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont leurs stratégies aussi identitaires. Donc si tu veux, on en reparlera après. Je voudrais juste finir mon développement sur la question de la pédophilie parce que c'est important. Il faut entendre que donc, si tu t'identifies à un autre comme ça, qu'il représente ton idéal, il est donc un miroir de ce que tu souhaiterais être. Tu vois, donc il y a quelque chose qui tout d'un coup fait écho, ce qu'on appelle faire écho, tu vois, ça résonne. Et on peut considérer qu'à un moment donné, à être un miroir, il devient aussi le miroir de notre part obscure. On ne peut pas être un miroir si on est parfait. Parce que l'humain n'est pas parfait. L'humain, il a de la lumière, il a de l'ombre. Et donc, parce qu'il était à la fois le miroir de cet humain qui devait éclairer aussi cette ombre, on lui a fait jouer ce rôle. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y avait un contexte sociologique, humain, tu vois, sociétal. Il y a eu les droits de l'enfance sont arrivés, si tu veux, on a commencé à ratifier la question du droit de l'enfance uniquement à partir de 1990. Avant ça, un enfant n'avait aucun droit. Oui, Point de vue international, tu vois, c'est quand même faut dire. ouais. Donc, quand on a mis la question du droit de l'enfant sur la scène internationale, ça a réveillé tous les tabous qui étaient liés à la pédophilie. Et donc, on s'est mis à voir des pédophiles partout. Hein, il y a eu aux États-Unis, d'ailleurs les sociologues l'ont analysé comme étant la psychose pédophile. C'est les sociologues qui le disent ça. Ils ont dit on a commencé à voir la chasse aux sorcières du pédophile. Alors, il n'était pas étonnant que quelqu'un qui soit le miroir de notre identité, de notre individualité, mais aussi de la société, puisse être tout d'un coup soupçonné, tu vois, il puisse porter aussi la charge, c'est le principe du bouc émissaire, tu vois, c'est, tiens, il y a un tabou, il est le miroir de mes désirs, bah, il va être aussi le miroir de mes peurs, et donc on va le charger comme une mule de toutes les horreurs, voilà. Donc il y a toute une série comme ça de raisons qui ont généré ça. Et puis enfin, la dernière, c'est de dire que
son, son étrangeté, voilà, par le fait qu'il était surhumain, que comme tu l'as cité, cet extrait tout à l'heure, son côté surhumain a fait de lui très vite un homme, un non-homme, hein, il est plus humain, et donc il est inhumain, et qu'est-ce qui est inhumain si ce n'est un monstre? Et par ailleurs, comme son physique pouvait effrayer certains, euh, on a tendance à dire que les gens qui sont monstrueux physiquement, bon, ce qui n'était pas son cas, mais certains pouvaient le percevoir comme ça parce qu'il était tellement loin de son physique d'origine quand même. Donc, le fait d'être un monstre physique engendre souvent l'attribution d'une monstruosité morale. Ça, c'est Ouais. On d'autres associe sociologues. physique et esprit, d'accord, oui. Voilà, c'est-à-dire que j'avais lu une étude d'une sociologue comme ça, très intéressante, qui disait sur la monstruosité, le livre, je ne sais plus c'était quoi, alors je le cite, il est dans ma bibliographie de mon livre, c'était Calan, et elle dit la monstruosité de la hideur physique à la hideur morale. Voilà. Et donc, on se rendait compte que ceux qui. Voilà, si tu as un physique disgracieux, on va penser que tu es un malade et que tu es un méchant, etc. Tu comprends? Voilà, donc il y a eu toute cette addition de choses qui a généré ce phénomène autour de sa personne, sans compter évidemment le fait qu'il était très très riche et que certains en voulaient beaucoup à sa fortune, tout simplement. Est-ce qu'on Voilà, et n'a puis, pas aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté absolument de sexuer absolument les gens? Parce que souvent, lorsqu'on on prend du recul, il y a différentes thèses sur la sexualité de Jackson. La thèse, la première qui a longtemps été chez les fans, c'est de dire c'est un être un peu asexué tellement il est timide, il a du mal avec ça. Finalement, c'est quelqu'un qui a du mal avec la sexualité. Et puis aujourd'hui, avec les derniers témoignages plutôt fiables de ces derniers gardes du corps, on voit que c'était quelqu'un qui était un séducteur, qui jouait à flirter avec ses fans parfois, et qui finalement était très très seul, même si c'était quelqu'un qui avait des attirances pour des femmes, des divas comme Diana Ross, pour des femmes célèbres qui justement le comprenaient, comme Lisa Marie Presley ou Brooke Shields, parce qu'il avait besoin de trouver des femmes de confiance. En même temps, il était très seul parce que finalement, il n'arrivait pas à trouver la personne qui le comprenait. Et donc, du coup, pendant longtemps, il y avait cette image-là. Mais il y a eu aussi, à côté de ça, les médias qui ont commencé à dire bah, il n'est pas avec beaucoup de femmes, donc il est homosexuel. Ça a été très très vite, on a joué autour de ce jeu-là. Parce que bon, bah, voilà, un artiste qui n'a pas de sexualité, c'est pas normal. Qui est timide, c'est pas normal. Surtout, regardez comment il est sur scène. Il est très exubérant, donc forcément, il doit avoir une vie sexuelle. Et s'il le cache, c'est qu'il est homosexuel. Et après, il est tout le temps avec les enfants. Bon, ben voilà, en fait, il est pédophile, ça y est, on a compris, on a trouvé enfin la réponse à notre question. Les médias avaient besoin, ou les gens ont besoin, de classer, de mettre dans une case sexuelle quelqu'un. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui est pas aussi généralisable à tous les artistes? Prince, par exemple, c'était très compliqué aussi, homme-femme, il y avait une ambiguïté là aussi, et bon, sauf que lui, on a vu très vite que c'était un hétéro, voilà, il l'assumait tellement de manière évidente qu'il n'y avait plus de questions à se poser. Tandis que Michael, c'était le mystère. Et ça dérange quelque part, non? alors c'est sûr que le mystère, il suscite forcément toutes les hypothèses, hein, c'est le principe du mystère. C'est vrai aussi qu'il y a une forme de voyeurisme, d'indécence dans notre société qui consiste à devoir entrer plus profondément dans l'intime. Et puis, il y a un problème avec les médias ont un problème avec et en France, enfin, moi je trouve en particulier, mais les médias ont un problème avec la starification, en fait, avec la réussite. Tu vois, les presse people, par exemple, qui consistent à dire ah, regarde, l'autre, elle a de la cellulite. Bah oui, c'est un humain. Tu vois, et donc pourquoi on a besoin de dire ah, on a besoin de normaliser ce qui est exceptionnel, en fait. C'est ça le problème. Et donc, cette exception, elle dérange parce qu'elle nous renvoie à tiens, moi, je suis finalement, est-ce que je suis assez au niveau? En fait, la fonction de comparaison qu'on a tout le temps, tiens, l'autre, elle est mieux foutue, tiens, lui, il est plus talentueux, il est plus riche, plus machin, alors moi, je suis une merde. Tu vois, en fait, cette fonction de comparaison,
Bah, va générer. regarde le confinement, on a vu des maisons de stars et puis bah, les gens ont commencé à se dire mais bon, évitez de nous montrer tout ça parce que nous on est dans un petit appartement, ça va quoi. Et puis il y en a d'autres qui au contraire ça les fait rêver. C'est un miroir ambivalent aussi, la réaction qu'on a par rapport à cette... je sais pas En, comment on ré- peut en analyser ça. réalité, en réalité, c'est chaque individu avec son propre développement individuel. C'est important de le comprendre. D'ailleurs, mon livre, je pense, parle beaucoup de ça en vérité. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, en fait, dans ce livre, tu parles de nous. Et je pense que c'est ça, c'est que ce que Michael Jackson a manifesté comme problématique sont les problématiques que nous avons tous. La question du rapport à notre image, la question de finalement de notre désirabilité, toutes ces choses-là. Et donc, quand une image fait irruption quelque part, et puis il était incontournable quand même, Michael Jackson, tu ne pouvais pas y échapper, tu vois. Et donc, Sûr. si cette image vient te montrer le miroir de quelque chose que tu n'as pas conquis en toi, ça va générer possiblement de la violence. C'est terrible, mais c'est vrai. La réaction, je dirais, de l'équilibre serait de dire chacun a ses qualités et ses défauts, et que c'est pas parce que lui, il est super fort dans la danse, dans le chant ou ce que tu veux, que par ailleurs, moi, je suis une merde. Mais il faut entendre que dans la société qu'on a construite, qui est une société d'image, qui veut normaliser les choses, dès que nous, on n'est pas à la hauteur du modèle, ça devient oppressant. Tu vois, des gens étaient oppressés par la perfection affichée du type. Voilà, et donc quand tout d'un coup, il a commencé à montrer finalement qu'il avait des problématiques psychiques aussi, à travers ses transformations, que toutes ces images où on l'a montré dans sa vulnérabilité, en fait, elles ont rassuré celui qui se sentait merdeux à côté, ok, mais elles ont surtout révélé que derrière l'illusion, il y a l'homme fragile. Et c'est là où il est devenu monstrueux. Parce que, entendons le mot monstrueux, le mot monstre. Ça vient de la monstration. Le charisme, c'est un masque, c'est une illusion fascinante qui va générer, en fait, ce n'est pas la vérité. Alors que le monstre, lui, révèle ce que le charisme cache. Tu vois, c'est derrière le masque. Et donc, est monstrueux ce qui se montre sans se voiler avant. C'est pour ça que dans les mythes, on utilise des symboles. C'est pour ça que dans la Bible, on va te parler avec des paraboles. Parce que si on te dit que la vérité toute crue, bah, ça te fout droit et tu ne confrontes pas et tu peux même en mourir de cette inconfrontation. Voilà. Et donc lui, il a tellement finalement révélé les traumas psychiques qu'il avait à travers son histoire, qu'il en est devenu monstrueux en ce qu'il révélait nos propres déviances, nos propres problèmes. Voilà. Donc son rapport à notre image, à notre normalité, est-ce que je suis valide, est-ce que je ne suis pas valide, est-ce que les gens me veulent, est-ce qu'ils ne me veulent pas, etc. Qui suis-je, quoi, en fait, cette putain de question qui est encore beaucoup d'actualité Je aujourd'hui. regarde l'heure, je t'avertis juste qu'il y aura la fameuse petite coupure dans quelques instants, certainement, ou dans quelques minutes. Voilà, si ça coupe, ne t'étonne pas, on revient, on se revoit juste après, il n'y a pas de souci. Okay, non, mais je pense que tu as raison. Je retiens cette phrase que le charisme est une illusion, qui est une construction, et que ça cache forcément quelque chose qui est un jour à montrer ou à voir, mais que certains ont fait de cette démonstration un monstre. Voilà, on est montré du doigt, et on devient ce monstre qu'on désigne du doigt. C'est typiquement d'ailleurs ce que Michael transforme en clip dans Ghost, où il est quelqu'un qui s'amuse à faire des illusions et les adultes ne comprennent pas ça et trouvent ça scandaleux. Et en même temps, les enfants qui sont là, eux, trouvent ça très très drôle, ce type qui fait des tours de magie, qui effraie un petit peu, qui fait des grimaces. Et puis d'un seul coup, le vrai monstre, lui, se dévoile pour faire peur aux adultes. Et bon, is it scary, ils ont véritablement peur, mais ils trouvent tout de suite que ça cache quelque chose. C'est louche. La perfection, c'est forcément louche. Il y a un truc, il y a un loup derrière. Et là, oui, je pense que c'est ce que tu dis clairement. Hein, c'est qu'il y a cette volonté de découvrir ce qu'il y a. Et quand il se montre vulnérable, les gens disent ah ben voyez comment il est. Hein, je savais bien moi. Ça. Mais parce que ça s'appelle la projection. En fait, on est face à des phénomènes d'identification-projection. Voilà, quand tu interagis avec une idole, tu es dans une identification. Il y a une part de toi que tu reconnais chez l'autre.